Le trilogue, c'est un nom un peu barbare. Déjà, il y a le terme 3, donc ce sont des assemblées qui rassemblent, on va dire c'est comme ça, voilà, donc par définition, le Conseil, le Parlement et la Commission. Alors, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? Mais très rapidement, en fait, on est au cœur de la fabrication de la future politique agricole commune. Comment ça se passe? C'est que dans la loi européenne, dans les traités européens, on dit souvent que la Commission européenne a le pouvoir d'initiative. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi? C'est que les chefs d'État vont donner les grandes orientations et la Commission européenne va traduire, pour faire très vite, ces grandes orientations en propositions de textes législatifs. Donc pour la PAC, qui s'est produit ça, la Commission européenne a fait une évaluation de l'ancienne PAC, de mon point de vue largement insuffisante. En fait, il n'y a quasiment pas eu d'évaluation, c'est un des sujets dont on va débattre tout à l'heure. À partir de là, ils ont fait une proposition de texte en 2018, nous sommes aujourd'hui en 2021, et sur ce texte-là, donc les deux co-législateurs, c'est-à-dire le Conseil européen, qui rassemble les 27 ministres de l'Union européenne, et le Parlement européen, qui représente les 705 députés, qui représentent l'ensemble des citoyens, et là pour le coup des agriculteurs de l'Union européenne, ont chacun de leur côté travaillé, le Conseil et le Parlement, le texte proposé par la Commission européenne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Prenons une feuille blanche, on trace 4 colonnes, voilà, c'est très simple. Dans la première colonne, vous avez le texte, ce que j'appelle le texte martyr de la Commission européenne. Dans la seconde colonne, c'est ce texte amendé par le Conseil européen. Dans la troisième colonne, c'est le texte de la Commission amendé par le Parlement européen. Et la quatrième colonne, elle est blanche. Et donc, dans les trilogues, on va se retrouver, une fois que le Conseil et le Parlement a voté son propre texte sur la base du texte de la Commission, on va se retrouver dans une salle, donc, avec le Conseil, les deux co-législateurs, le Parlement, et la Commission qui a le devoir, non pas d'opportunité, mais le devoir de faciliter à faire converger les positions du Conseil et du Parlement. Et là, on passe le texte ligne à ligne, mot à mot, quasiment d'ailleurs, article après article, et au fur et à mesure des compromis que l'on trouve entre le Conseil et le Parlement, on remplit la quatrième colonne, qui donnera lieu, je le fais rapidement, au texte définitif de la PAC. Voilà, je ne sais pas si je suis assez explicite. Oui, mais compromis ou pas? Alors, compromis ou pas. Dans tous les cas, ouais. Ce qui est clair en termes de réforme, rien n'est décidé tant que tout n'est pas décidé. D'accord. Voilà. Et en gros, la PAC, on est aujourd'hui, puisque tu me posais la question, sur 3 rapports. On a découpé la PAC en 3 grands rapports. Le premier rapport qu'on appelle les plans stratégiques, donc en gros qui touche le gros morceau de la réforme, avec le premier pilier, second pilier, dans toute la partie du financement. Le second rapport, le second gros dossier, ce qu'on appelle donc le volet horizontal, c'est-à-dire toutes les règles de mise en œuvre, de contrôle, et entre autres, cette fois-ci, de gestion de crise. Voilà, l'enveloppe gestion de crise. Et le troisième volet, qui est le rapport de l'organisation commune du marché, que j'ai l'honneur de présider en tant que rapporteur, qui traite de tout le volet économique, finalement, de la réforme. Et donc, ces 3 rapporteurs, avec, on va y en parler, toutes les équipes autour, et donc, il y a des trilogues, dans des réunions, sur ces 3 rapports. Chaque rapporteur, c'est coprésidé par le Conseil et le Parlement. Une fois, c'est le Parlement qui préside ces réunions-là. Une fois, par alternance, c'est le Conseil européen. Et on avance. Il y a des réunions techniques, bien sûr, entre les réunions politiques. Et on détermine dans tous les textes ce qui est du ressort du technique ou ce qui est du ressort du politique. Et en trilogue, pour clore, on ne traite que des sujets d'ordre politique qui ne sont pas traités techniquement entre les diverses institutions. Dernière question, on est avec l'histoire des plans stratégiques nationaux, que nous, en France, on traite avec les syndicats et la société civile, donc on doit faire une proposition. On nous a dit au niveau national, écoutez, il faut qu'on ait tout ça de près pour dans 5 mois, on va dire juillet, voilà, et sachant qu'après, l'Europe va nous valider tout ça fin d'année. Est-ce que c'est ce timing qui sera donc qui va être respecté, ou est-ce que, comme on voit que maintenant on n'a pas 2 ans d'intérim mais 3, puisque ça sera pour 2023, est-ce que ça risque de prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu? Alors ça, on touche du volet plan stratégique. Oui. C'est-à-dire effectivement, moi le calendrier me paraît ambitieux, mais peut-être je suis pessimiste, mais nous aussi. Voilà, bon. Mais parce qu'en fait, c'est bien que les États membres aient commencé à travailler, et c'est vrai pour la France comme pour les 26 autres États membres, travailler sur leurs plans stratégiques nationaux, mais ils ne peuvent y travailler que dès lors que le cadre européen sera fixé.
Donc c'est bien de travailler par anticipation, alors, mais ça peut bouger à la marge, dans tous les cas. Parce que là, aujourd'hui, sincèrement, je le redis, rien n'est validé tant que tout n'est pas validé. Et donc, comment dire, la bonne conscience aurait voulu qu'on attende que l'Europe fixe son cadre pour que les États membres définissent leurs plans stratégiques nationaux. Sincèrement, imaginez qu'on puisse boucler les plans stratégiques nationaux pour le mois de juin, alors qu'au niveau européen, on n'a pas fini. Donc, et là, aujourd'hui, on est dans le cœur de la fusée, c'est-à-dire que sincèrement, ça prend du retard, parce qu'en plus, vous savez que dans le Conseil européen, la présidence du Conseil change tous les 6 mois. Donc on était sous présidence allemande jusqu'au 31 décembre, on est passé sous présidence portugaise depuis le 1er janvier. Le Conseil européen, c'est un peu complexe, comme tout. Il y a le Conseil en tant qu'administration, mais il y a la présidence qui arrive. Donc il faut que la présidence elle prenne la mesure de la matière, finalement. Et la suivante, ça sera laquelle après? La suivante, c'est la Slovénie. Et après, c'est la France. Donc peut-être que la France donc, bouclera la réforme. D'accord. That is the question. Alors, moi, je peux donner un point de vue rapide, hein, on a dit qu'on était rapide. Déjà, faire référence à 92, bon, c'était très intéressant de le pointer comme tel. Pour moi, c'est l'année de la plus grande erreur. Mais c'est personnel, hein, je ne sais pas si vous invitez le partage. Stratégique en matière de modèle agricole, donc c'est-à-dire l'année où on a inscrit l'agriculture dans le GATT, hein, c'est-à-dire le maire ou la paire de l'OMC, ça a été une erreur stratégique que l'on paye aujourd'hui encore, donc, hein, et malheureusement je crains qu'on la paye encore longtemps. Donc ça a été une réforme, mais pour ma part c'était presque le début de la fin, voilà. Si j'ose dire. Donc, voilà. Donc et là-dessus, oui, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, il faudrait que la réforme de la PAC soit une vraie réforme. Malheureusement, pour moi, cette réforme-ci encore dans laquelle nous travaillons, donc, hein, n'est pas une réforme politique de la PAC. C'est simplement une réforme administrative de la PAC. C'est-à-dire que ce que je dis depuis, moi je suis à l'aise pour en parler ici, donc, comme ailleurs d'ailleurs, donc depuis 2018, moi j'ai voté contre le projet au sein du Parlement européen, dans l'ancien mandat, et j'ai voté contre le projet dans ce nouveau mandat parce que je considère qu'on n'est pas où. C'est-à-dire que la Commission européenne n'a eu de cesse que de vouloir renationaliser la PAC, ça c'est mon point de vue, donc, hein, dans un moment de l'histoire où tous les sujets qui nous occupent sont internationaux. C'est-à-dire que la question, on va y revenir, du climat, de la biodiversité, de la santé humaine. Je veux dire, aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut redonner une véritable noblesse à l'agriculture et remettre l'agriculture dans la société. C'est-à-dire que ce qu'on vit depuis 59 ans de PAC, où la main a été prise par l'agro-industrie et l'agrochimie, je me livre là, hein, on n'a pas échangé avant, donc c'est pas du tout du théâtre, hein, donc, hein, c'est-à-dire que, et qui nous a conduit à ce que nous sommes, à cette vision productiviste, mais qui n'a pas de sens que aujourd'hui, on est confronté à des enjeux qui sont supra, et donc, depuis 59 ans, nous n'avons eu de cesse que de couper le lien entre l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, la biodiversité et le climat aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. C'est-à-dire que le climat s'impose à nous. Et derrière le climat, tout ce qui va avec. Et moi, je pense que là, il a été dans la nécessité de mettre en œuvre enfin une vraie politique agricole commune qui s'adresse certes à la question du marché intérieur européen, mais également et surtout au regard de nos partenaires, je vais dire, mais à l'international. La question, aujourd'hui, elle n'est pas le marché intérieur. Elle fait partie de la question du marché intérieur. Mais le problème, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est les États-Unis, c'est la Russie. Et là, au lieu de renforcer le commun de la PAC, on est en train de saucissonner la PAC en 27 morceaux. On n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Pour dire ça un peu globalement, pardon, c'est un peu long. Tout à fait, on va revenir, alors pour moi, on va revenir dans une concurrence interne, alors que cette concurrence, elle ne devrait pas être là. Aujourd'hui, je reste persuadé qu'il faut une PAC forte pour 27 pays, et non pas 27 PAC différentes. Ce qui va emmener des distorsions aujourd'hui, comme on est parti, au sein même de l'Union européenne, et qui fera que l'Europe ne sera pas une force pour aller vis-à-vis de ses concurrents d'autres pays, comme vous l'avez dit, la Russie, la Chine, et toutes ces choses-là. Après, je veux revenir sur vraiment l'essence même de ce qui va faire les plans stratégiques. Aujourd'hui, il faut bien se dire, pour moi, qu'il nous faut toutes les agricultures. Si on veut réussir demain un enjeu de nourrir notre population européenne, et je dis bien notre population européenne,
un enjeu avec toutes les agricultures. Du bio, certes, on sait qu'on va vers un verdissement, c'est très bien, mais aujourd'hui, il n'y a pas que le bio. Et comme on le sait, de toute façon, on a une production de masse qui est là pour nourrir une partie de notre population. Hein. Et cette production de masse aussi, elle doit vivre demain de tout ça. Et quand on parle verdissement, oui, verdissement, mais il faut avant tout, je pense, si on veut garder un mariage territorial dans des régions qui sont quand même très défavorisées, il faut aider cette extensivité. Il faut aider l'extensivité de ces productions. Sinon, derrière, eh ben, vous savez comment ça fait. On a déjà une pénurie de jeunes à installer aujourd'hui dans nos régions. Et demain, ça ne pourrait être qu'encore pire, je pense. Et c'est ça, vraiment, je pense, qui n'a pas été pris vraiment comme une question fondamentale dans cette révision de la PAC. Ben, alors je partage. Hein. Comment dire, quand vous parlez d'extensivité, vous voulez parler d'agriculture extensive. Oui. D'accord, que je comprenais bien, c'est ça, hein, voilà, que je comprenais bien le sens du mot. Si vous voulez, moi je vois qu'on veut faire du verdissement, mais à côté de ça, l'Europe nous dit « Ah, il faudra de toute façon moins d'élevage ». Oui, mais comment peut-on aller dans certaines zones vers un verdissement avec de la prairie quand on nous dit « Il nous faut beaucoup moins d'élevage ». Et c'est cette extensivité-là qu'il faut aujourd'hui pouvoir porter et pouvoir aider si on veut que demain il y ait encore quelque chose. Mais je voudrais bien vous croire, mais si vous voulez, ce que je crois, c'est que l'Europe, c'est pas qu'elle veut moins d'élevage. Moi, je pense qu'elle veut moins d'éleveurs. Moins d'éleveurs. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas avouées. On est d'accord là-dessus. Et moi, quand je dis moins d'éleveurs, et pour enrager ce que disait Alexandre, c'est qu'en fait, on a, nous, tout un poumon vert. On a quand même ce qui fait de la richesse de notre agriculture, toute une partie d'herbes qui poussent dans des endroits où on ne fera pas autre chose. Et c'est là, si jamais on n'applique que moins d'éleveurs, eh ben, quand on prend du Morvan et qu'on descend jusqu'à Clermont-Ferrand, qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, dans tout ça, nous, coordination, ce qu'on ramène, c'est le côté, dans cette politique agricole, que moi je mets un A de plus, et alimentaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est agricole. Moi, je ne conçois pas qu'il y ait de l'agriculture sans agriculteurs. Et donc, c'est bien l'agriculteur qui, au départ, est le pivot de tout ça, mais que cette politique agricole, elle prenne aussi le côté écologique qu'on nous demande dans les villes, parce que finalement, moins d'éleveurs, parce que la viande, c'est pas bon, mais comment valoriser ces surfaces-là, sachant que dans l'Europe, il y a d'autres endroits aussi où on peut faire tout ça. Donc je pense que c'est ça l'enjeu de cette politique. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a, enfin vous dites la même chose, heureusement d'ailleurs, c'est plutôt rassurant. Ah oui. Mais non, vous avez dit, il ne faut pas opposer les agricultures. Non, je crois que c'est Edgar Pisani qui avait dit, on a besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Ben, c'est d'actualité. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la Commission européenne, pour ne pas la citer, elle est encore ancrée sur ces concepts d'une vision très libérale du monde et très libérale de l'agriculture. Or, le résultat aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'agriculteurs qui a diminué, c'est pas à vous que je vais dire ça, donc, hein, et on a un agrandissement des exploitations qui s'est fait où on arrive à des aberrations aujourd'hui. C'est-à-dire, donc, certains ont écrit, je ne vais pas citer tout le monde, mais comment dire, la fin des paysans, etc. Je veux dire, aujourd'hui, on est au seuil de presque de non-retour. On dit qu'on a dégraissé, mais on est dans le muscle maintenant. Voilà, donc maintenant, on ne peut que progresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je pense qu'il faut vraiment reconsidérer le modèle. Vous parlez de verdissement tout à l'heure, mais quand on regarde au-delà du verdissement, je crois que le problème de la vision libérale du monde qu'a la Commission aujourd'hui, c'est qu'on a supprimé tous les outils de régulation. Partant du principe que le marché agricole est un marché stable. Il faut être sérieux. Le marché agricole est structurellement instable. Et la période que nous vivons aujourd'hui est là pour le révéler. Donc il faut sortir de ces dogmes. Moi, je ne suis pas dans une approche idéologique ou dogmatique. Je considère qu'il faut être dans une approche dite pragmatique. Alors, ce mot, il est mis à toutes les sauces, mais il y a des réalités qui s'imposent à nous aujourd'hui. Or, sur le côté de l'écologisation, moi je crois qu'il faut effectivement regarder la société dans laquelle on vit. Si on veut vraiment que l'agriculture, ça c'est mon point de vue, reprenne sa place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, sur un enjeu sociétal éminemment politique au sens géostratégique, c'est-à-dire qu'on est sur le droit de l'alimentation. On n'est pas uniquement sur la sécurité alimentaire. Le droit de l'alimentation, que dit le droit de l'alimentation? Il dit garantir donc la sécurité, la disponibilité et l'accessibilité. Donc ça veut dire que c'est important. Donc il faut vraiment regarder ce... Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il faut poser l'agriculture au regard de l'enjeu politique. L'enjeu politique, il est dominé par l'enjeu climatique.
Mais moi, je suis assez basique. Si on veut, ce que je crois, que l'agriculture participe à la réduction des gaz à effet de serre, c'est pas compliqué. Finançons les prairies naturelles. Or, dans les textes, ce que nous avons sur la table aujourd'hui, si on suit ce qu'a écrit dans le texte de la réforme aujourd'hui, on va retourner plus de terre dans les 7 ans à venir que ce qu'on a retourné par le passé. Il y a une incohérence. Si on dit aujourd'hui, au niveau nutritif ou nutritionnel, il faut aller sur ce travail-là pour garantir à la consommation et aux consommateurs la qualité de nos produits, allons vers de l'agriculture différenciée, biologique, donc, ou maîtrisée, ou etc. Donc, du coup, mettons l'argent là où il faut. Aujourd'hui, sur le premier pilier, vous avez 60% qui sont sur les paiements de base et 30% qui sont réservés au verdissement et aujourd'hui, demain, aux éco-schemes. Enfin, c'est la même chose. Voilà, donc, bref, je vais m'arrêter là parce que. Donc c'est un sujet par rapport à ce que. Où on veut effectivement que l'agriculture, on considère que la question des aménités positives sont une question réelle et d'un enjeu sociétal. Et donc on les finance. Voilà. Et donc ça veut dire que si on fait ça. Vous savez, moi, je suis contre les paiements de base, contre les paiements découplés à l'hectare. J'ai fait des propositions depuis 2018 en disant, allons sur l'aide contracyclique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut valoriser donc, le revenu, donc, il faut changer de modèle. Le modèle de l'aide au découplé, aujourd'hui, donc, est un modèle anti-changement de modèle, si j'ose dire. Aujourd'hui, il faut, de mon point de vue, que l'agriculture s'adapte au contexte. C'est pas du tout pour être contre les agriculteurs, mais il faut que les aides, il faut qu'il y ait de la conditionnalité, mais qu'elles soient à la hauteur des enjeux économiques. Donc, et sociaux et environnementaux. Mais pas du tout en paradoxe. Mais à condition qu'on nous rémunère le contexte environnemental. Et quand on parle tout à l'heure des prairies et du carbone, quand on voit le marché du carbone qui se dessine, nous, pour l'instant, on n'y est pas dedans. Hein. On dit tout le monde, surtout pas l'agriculture. Quand on voit Vinci acheter des forêts ou planter des arbres pour dire, ben oui, moi, je vais décarboner en faisant ça. Air France qui a décarboné tous ses vols, soi-disant, parce qu'il a planté des arbres. Non, mais ça va pas. Nous, les fameuses prairies, moi, je l'ai déjà dit à Barbara Pompili, on a des arbres, parce qu'on a dans ces zones-là, des haies, de la prairie, on a des systèmes qui sont résilients, si on reste dans l'extensif, que l'on fasse après aussi de la contractualisation, oui, avec des contrats cycliques, parce que la viande qui sera produite là, ben, on peut la mettre à les cantines avec la demande sociétale qu'il y a derrière, et on peut rester dans des circuits courts. Mais entre l'incantation d'un côté, avec le mot souveraineté aussi, mais ça on y reviendra plus tard, et la réalité, on s'aperçoit que les grands lobbies aujourd'hui veulent encore nous mettre un peu de côté pour que ça continue comme avant. Alors, par rapport après au PAC, oui, à la PAC et avec l'histoire du paiement de base, oui, mais pour l'instant, si on l'arrête brutalement et qu'on n'a pas fait le reste, on tue l'agriculture. Hein. C'est pour l'instant, c'est la condition. Ça, on est d'accord. Voilà. Ça nous sommes d'accord. Mais il faut que ça soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on ait le temps de basculer, parce que la PAC, quand on nous l'a amenée, on nous a promis que les prix remonteraient, que le marché, le gentil marché, là, il allait s'occuper de nous et qu'on allait être les rois du pétrole. Je me rappelle Chalmin, à un moment donné, avec sa boule de cristal, on lui avait dit qu'il arrête de la regarder parce que bon, c'était pas ce qui se passait dans sa boule à lui, là, de cristal. La réalité, c'est que la loi du marché, et donc quand nous avons été réduits à des producteurs de matières premières, je rappelle que dans le monde, les matières premières, elles ne payent plus aujourd'hui. Hein. C'est tous ceux qui sont au-dessus qui... Mais juste si vous avez partagé complètement, là où je reviens sur vos discussions, c'est que la Commission européenne, elle est prise dans ses contradictions aujourd'hui. Et c'est ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, la PAC aujourd'hui ne fait rien d'autre que d'accompagner le modèle que l'on connaît depuis 50 ans. On va renforcer les plus gros. Et on va continuer, c'est l'agrochimie qui va prendre la valeur, l'agro-industrie qui va prendre la valeur. Et c'est en plein paradoxe avec des objectifs supra-agricoles, comme vient de décrire la Commission européenne, qui sont les objectifs autour du Green Deal, de Farm to Fork et de la stratégie biodiversité. La stratégie du Green Deal, qui est en fait l'objectif d'arriver à un continent neutre en carbone en 2050, donc, qui se décline par Farm to Fork et biodiversité, donc, amène à une agriculture raisonner avec des agriculteurs, avec un lien avec le territoire, tout ce que l'on porte comme valeur. Or, le texte de la PAC là, c'est l'antithèse de cette volonté-là. Donc il y a une contradiction même dans les objectifs que porte la Commission européenne. Et ce, dans quoi? Pourquoi il y a conflit? Tu me disais tout à l'heure pourquoi il y a conflit dans les trilogues. Il y a conflit parce qu'effectivement, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train... Parce que la Commission européenne, c'est pas uniforme. C'est des directions générales. Et c'est très cloisonné finalement. En silo, entre la DG Agri, entre la DG Envie, entre la DG Santé, etc. Si vous voulez, donc le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle du climat, on parle de société, on parle de système et on parle de globalité. Et que donc tout s'entremêle finalement. Et que là, ils sont pris dans leur propre piège. Et moi, on leur dit, moi je suis sur l'OCM, je leur dis, mais regardez, vous ne pouvez pas supprimer, on va en parler certainement, tous les outils de régulation, puisque ça s'impose à nous aujourd'hui.
votre volonté liée au climat, et que je partage par ailleurs, qui va permettre de redonner de la superbe au modèle agricole, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et ne pas s'arrêter. Reconnaître les agriculteurs comme les ambassadeurs, justement, de l'enjeu climatique et environnemental et alimentaire, évidemment. Donc, mais c'est des sujets éminemment politiques, et vous les portez, je le sais, donc, et je crois qu'il faut avancer là-dessus. Pour revenir sur le déménagement rural, 50% des agriculteurs ont 54 ans. Et dans l'élevage, 56. C'est un peu plus vieux, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, donc la nouvelle PAC 2023, c'est là que ça va se passer. Quand donc nous déménagerons en rural, quand on disait tout à l'heure on a dégraissé mais on est dans le muscle, pour nous c'est inadmissible ça maintenant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut compenser? C'est l'installation. Or, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On réinstalle 10% de ceux qui partent. L'installation ou l'agrandissement? Oui, non mais déjà, voilà. Non, et dans l'installation, il y a plusieurs catégories. Aujourd'hui, on fait du chiffre parce qu'on installe des jeunes sur des petites surfaces en maraîchage. C'est un, que ce soit sur 1000 hectares ou sur un demi-hectare. Et d'ailleurs, nous, dans notre syndicat, on n'oppose pas, parce que, je le dis toujours, on a des petites surfaces d'un demi-hectare et on a des gens qui ont 1500 hectares. C'est comme ça. Dans l'agriculture du Nord qui est riche, il y a aussi ça. Mais pour nous, ce n'est pas le paradoxe. Mais le problème, c'est que quand je reviens à l'élevage et quand je reviens à cette orientation, comment va-t-on faire? Parce que quand on ferme, mettons, quand on arrête une ferme d'élevage, on ne la rouvre pas. Donc on est allé jusqu'à l'agrandissement. Mais le problème que l'on a, nous, maintenant, en tant qu'agriculteurs, c'est que ceux qui ont fait cette marche forcée en avant jusque-là, moi je le disais, ont creusé leur propre trou, mais à la peine mécanique. Parce que maintenant, ils arrivent sur des structures qui sont très grandes. Les enfants ont fait des études, voient la valeur patrimoniale de la terre. On pourrait y revenir tout à l'heure sur la valeur de cette terre, et donc disent au père, ben écoute papa, où tu vends, ou on monte une société d'exploitation, mais nous on n'y touche pas. Parce que celui qui doit reprendre pour payer ses frères et sœurs, lui, vu le peu de rapport que j'ai, moi je préfère qu'on liquide. Donc on est sur un grand mouvement qui est de réorientation, et c'est pour ça qu'après il faut aussi, je pense, parler de l'histoire de la valeur des terres et du prix des terres et de l'accaparement. Valeur des terres, prix des terres, et l'accaparement aujourd'hui, l'accaparement par les sociétés telles que Vinci aujourd'hui, où on achète pour décarboner. L'exemple même pas loin de chez moi, où Vinci achète des terres pour mettre des méthaniseurs. Aujourd'hui, ces sociétés-là, ces investisseurs étrangers, aujourd'hui, sur lesquels arrivent en France, s'accaparent des 1500, 2000 hectares de terre, au niveau de Bruxelles, je ne sais pas si on voit ça comme il faut quand même. Aujourd'hui, il faut une vraie politique. Je veux dire, on a fait, et comme Bernard le disait tout à l'heure, ça s'est agrandi, l'élevage s'est agrandi. Aujourd'hui, les éleveurs 55 ans, moyenne d'âge, arrivent encore à s'en tirer à peu près parce qu'ils ont un volume. Ils passent un volume d'animaux. Aujourd'hui, installer un jeune derrière tout ça, le jeune il dit, mais moi, avant de faire le volume, il faut déjà que j'ai un revenu, avant de causer de ça. Donc, clairement, des exploitations qui se sont agrandies de manière exponentielle, demain, elles ne pourront pas se reprendre. À moins quoi? À moins qu'on redécoupe ces exploitations-là. Mais il faut aussi qu'on donne la possibilité aux jeunes de pouvoir reprendre ces découpages. Clairement, aujourd'hui, une banque, quand on dit on fait un découpage, mais le jeune, tu t'installes sur quoi? Je m'installe en élevage. Oh, attention, si tu n'as pas le volume, tu ne feras pas un minimum de revenus. Donc, c'est non. Aujourd'hui, je veux dire, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience. C'est que derrière tout ça, derrière toutes ces choses-là, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est amener une régulation pour qu'on puisse retrouver des exploitations de taille humaine où on puisse réinstaller des jeunes. Aujourd'hui, un jeune ne se réinstallera pas sur 500 ou 1000 hectares. C'est hors de question. Quand on voit le temps passer pour le revenu qui est laissé derrière, ça sera impossible. Sauf si on fait du maraîchage. Sauf si on fait du maraîchage. Si on fait du maraîchage bio en périphérie urbaine, ça fonctionne. Oui. Mais même encore, dans le bio, il y a encore aussi une politique de régulation qu'il faut avoir. Bien sûr, oui. Puisqu'on le voit très bien aujourd'hui, le bio s'est beaucoup développé dans l'élevage, que ce soit élevage bovin, enfin je veux dire filière viande, que par exemple le bio sur l'avicole, je veux dire sur la filière œuf. Oui. Aujourd'hui, on a un problème. Sur la filière œuf, par exemple, le bio, on n'a pas eu de régulation territorialisée. Et vous avez d'un côté de la France des poulaillers bio qui se montent parce qu'il leur faut de l'œuf bio, il leur faut de l'œuf bio à tout prix. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, vous avez des gars qui aujourd'hui, en œufs bio, vendent des œufs pour la casserie. Et qui ne se tirent pas de revenus de ça. Donc, je veux dire, si on n'a pas une régulation voulu par l'Europe aujourd'hui, et qu'après, dans cette régulation, quand on arrive au plan national, on dit si vous n'êtes pas capable de vous organiser territorialement
pour arriver à des schémas qui soient cohérents, on continuera d'avancer dans le mur comme on a avancé depuis des décennies. Ben, je partage assez ce que vous dites. Hein. Il y a d'abord ça, c'est le problème, ce que je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, hein, le côté incessible des exploitations, c'est le côté pervers auquel on arrive avec l'aide à l'hectare, quoi. Enfin, on peut tourner comme on veut, si vous voulez, donc. Hein. Et en France, et encore en France, avec le fermage, hein, donc on est quand même une exception européenne, hein, bon... donc ça permet encore, je dirais, pour les, mais il faudrait, ça c'est un sujet d'ailleurs, hein, qu'il faudrait transférer, quoi. Parce que la question du rapport au fermage, donc au métayage en France, qui est exceptionnel, ça mériterait, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu de réflexion à l'échelle communautaire pour élargir cette approche-là. Donc ça c'est Tanguy Prigent, donc hein, ça c'est pas d'hier, mais quand même c'est des sujets qui ont marqué toute l'histoire agricole de notre pays, et c'est pas rien. Après, en France, oui, il y a besoin d'une loi foncière, quoi. Une véritable loi foncière. À l'évidence. Et aujourd'hui, les questions d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Donc, et si on ne régule pas par la loi, effectivement, on va à l'implosion. Donc, voilà. Et effectivement, et c'est là que l'on voit que la question d'une politique agricole et alimentaire est totalement indispensable. Parce que si on veut amener de la régulation, et territoriale, hein, ça veut dire, donc moi je crois beaucoup aux PAT, hein, aux projets alimentaires territoriaux, parce qu'effectivement, on voit bien, aujourd'hui, il faut arrêter d'appréhender l'agriculture en silo, même si le silo était un fondement du modèle agricole. Mais dans l'approche politique, il faut vraiment mesurer que si on veut aller... Moi, je crois beaucoup au circuit court, je crois beaucoup à l'économie circulaire, mais ça veut dire qu'il faut mettre, comment dire, le modèle alimentaire, la question alimentaire et agricole dans tous les sujets sociétaux. C'est-à-dire qu'un plan d'urbanisme, il faut qu'il intègre le volet alimentaire et agricole. Comment dire, des cahiers des charges sur les cantines, toute la restauration publique, etc. Il faut impérativement, de façon, comment dire, cadrée, donc, hein, et faire du partenariat. Donc il faut vraiment que ces questions-là, qui sont des questions éminemment politiques au sens systémique, donc, hein, prennent si on veut effectivement relier l'agriculture, je le redis, aux enjeux climatiques, donc réduction des gaz à effet de serre, des enjeux sociétaux majeurs, aux enjeux de santé humaine, et là on le voit encore de pandémie, ce que ça représente, donc, hein, ben ça veut dire qu'il faut vraiment s'en donner les moyens, et il faut que ça percole toutes nos politiques publiques. Et là, à ce moment-là, quand je reviens sur le bio, parce que le bio, il y a le local, ce que vous dites, l'offre et la demande, mais il y a aussi le problème de l'international. On a fait n'importe quoi. On est encore sur le principe d'équivalence à l'international, sur le bio. Il est temps que l'on passe au régime de conformité. C'est-à-dire que tous les produits qui viennent donc d'États tiers répondent aux normes européennes. C'est de minimum. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et justement, par rapport à ça, juste parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'histoire de l'article 44 avec les molécules pour l'agriculture conventionnelle, que l'on nous enlève ici, mais qui re-rentre par d'autres pays, avec, par cette passoire, entre guillemets, excusez-moi du terme, qu'est l'Europe, parce qu'en fait, on laisse des normes, des normes assez larges pour que ça rentre, quoi. C'est encore pire. C'est encore pire, vous savez, parce qu'on exporte, on fabrique des intrants, oui, dans les pays européens, qui sont interdits à l'utilisation en Europe. On va les vendre dans un pays tiers. Donc ça veut dire, donc, oui, voilà. Et eux élaborent des produits agricoles qui, eux, sont vendus sur le continent européen. Oui, mais là, dans ce sujet, quand on dit on va les arrêter parce qu'on va les interdire, et je suis d'accord si on les interdit, mais alors on ferme complètement pour pas qu'ils rentrent, parce que de toute façon, le gars qui le fabrique ici, il va partir à l'extérieur de l'Europe. Non, mais c'est ce que je vous dis, voilà. On est en plein... Et on nous amuse parce qu'on dit oui, on va les arrêter. Non. Et où l'Europe nous amuse, monsieur le député, c'est que derrière tout ça, les limites maximum de résidus, en fonction des traités qui sont pratiqués, l'Europe les fait varier de manière complètement aléatoire. Donc je veux dire, pourquoi nous, de toute façon, on nous dit, de toute façon, ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Mais de toute façon, je crois que ça, c'est une règle d'or. Enfin, moi, reprenez, si vous regardez le rapport au CM sur le Cache-Bagarre, aujourd'hui, si vous reprenez, donc, c'est l'article 83 et 88, je crois, bis, c'est ce que l'on dit. Il faut que les produits importés sur le continent européen répondent aux mêmes normes sociales, environnementales et de santé. On est entièrement d'accord. Voilà. Et donc ça, mais ça c'est un sujet, ce que me regrette la Commission, attention, et là on est en train de débattre là-dessus, je vous le dis parce qu'on est en train là, il faut que ce soit OMC compatible. Mais dans un moment, si vous voulez, où il faut savoir que les règles de l'OMC, d'abord, c'est
c'est la plus, je le redis j'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est la plus, j'essaie d'avoir des mots pesés, donc modérés, mais la plus grosse ineptie en matière agricole. Il faut aujourd'hui être clair, il faut sortir. Vous savez, c'est pas qu'il n'y a pas comment, il faut sortir, je vais le dire jusqu'au bout de ma phrase, il faut sortir l'agriculture des accords de l'OMC. Pourquoi je dis ça? Je vous engage et je vous encourage donc, on l'a écrit, ça, à lire, mais il y a, vous savez, moi je le dis depuis longtemps, vous le dites également, donc, mais il y a le rapporteur aux Nations Unies qui s'appelle Michael Fakhri, donc, qui a fait un rapport sur le droit à l'alimentation, que je vous invite à lire, donc, et qui dit exactement ceci. Il a pris une longue analyse de tous les textes, et ça vient de sortir, c'est pas rien, ça veut dire qu'au sein de l'Organisation des Nations Unies, il y a le débat est posé. Pourquoi ? Parce que l'OMC, et moi j'appelle tous les responsables agricoles à lire ou à relire, parce qu'on a oublié les accords agricoles de l'OMC de 92, parce que quand on lit et qu'on voit les mots, on ne considère pas l'individu ayant un droit à l'alimentation. On considère uniquement le volet économique, c'est-à-dire qu'on est de la marchandise. Et donc ça veut dire qu'on ne parle même pas, et on nous dit dans les textes, les membres de l'OMC, de mémoire je vous dis ça, peuvent prendre en considération la sécurité alimentaire et les enjeux environnementaux. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas peuvent. Non, c'est doivent. C'est doivent, si vous voulez. Donc ça veut dire que le monde évolue depuis 92, on est en 2021, si vous voulez, il s'est passé des choses. Il est temps de revisiter. Donc au moment où on est en train de revoir les règles de l'OMC, nous on est en train de se bloquer avec cette vision très libérale de la Commission européenne, je m'excuse de le répéter donc, hein, et je leur dis, mais attendez, mais on est en train de faire une PAC qui doit s'adapter à la réalité contemporaine de ce que d'ailleurs vous avez annoncé par ailleurs. Vous nous mettez les règles OMC donc devant les yeux, alors qu'on est en train, au sein même de l'OMC, à revisiter les règles. Je vous donne un exemple, je suis peut-être un peu long, mais parce qu'on a eu, il y a 15 jours, un débat au sein de la Comagri du Parlement européen, qui est la Commission de l'agriculture, où le commissaire est venu nous présenter le bilan, si vous voulez, des accords de libre-échange. On va peut-être en parler certainement, si vous voulez, du point de vue commercial. Si vous voulez, d'abord, c'est pas la base d'un commissaire de venir modéliser, donc c'est pas, je trouve que c'est un peu désuet, excusez-moi l'expression, mais bon, c'est une question que je mets à part. Mais on nous dit, voilà, qu'on fait la balance, parce que ça fait des années qu'on demande le bilan de l'addition des accords de libre-échange, parce qu'on n'avait pas d'éléments de lecture. Et en fait, ils viennent nous présenter un bilan, je vous le fais rapidement, où on nous dit, quand on met côte à côte le côté perdant, je vous le fais en résumé, et le côté gagnant, on est à 50 milliards de bénéfices au niveau européen. Alors tout le monde dit, oh, vous voyez, c'est la bonne méthode, il faut vraiment aller, il faut continuer à aller à l'export, etc., etc. Ce qu'on ne nous dit pas, et c'est là où je trouve qu'il faut arrêter d'avoir ce jeu de dupes, si vous voulez, c'est que sur les 52 milliards donc, de bénéfices, les 25 milliards sont réalisés par la viticulture et les spiritueux, si vous voulez. Donc, hein. Bon, donc je crois qu'il faut être sérieux, il faut aller dans le détail, et on ne peut pas, devant une assemblée de parlementaires européens, venir amener des dogmes comme cela, alors qu'ils ne sont pas fondés. Où on va jusqu'au bout, vous voyez, voilà. Et y compris en France, parce que bon, avec un certain syndicalisme qui prône la vocation exportatrice de nos céréales, qui est une aberration, puisque de l'autre côté, on veut mettre un plan protéine. Ça veut dire que si on fait un plan protéine, ben, j'aurais retrouvé sur mon exploitation les 6 cultures que j'avais au départ, pour en finir maintenant à 2, voire 3, et que dans ce cas-là, je ferai moins de blé, donc on n'exporte pas, et je pourrais faire des protéines. Or, non, on dit attention, et même certains disent, rappelez-vous, les blés, c'est des protéines. Oui, mais c'est pas les protéines comme ça qu'on veut, nous, hein. C'est celles qui captent l'azote, et qui vont travailler autrement les vraies protéines. Mais dans tout ça, c'est que cette vocation exportatrice de la France, et donc de l'Europe après, dans tout ça, elle est là. C'est bien ce que vous dites, mais nous, pour revenir à tout ça, c'est que quand on nous laisse, quand on nous met en libre concurrence, c'est que si on veut reprendre notre marché alimentaire français, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est qu'on doit partir du coût réel de nos coûts de production. Parce qu'après, toutes les aides... Moi, je l'ai dit plein de fois, si vous donnez des aides à des agriculteurs qui travaillent à perte, on perd de l'argent public pour rien du tout. À la limite, il vaudrait mieux arrêter, qu'ils disparaissent, puis on verra bien qu'est-ce qu'il y aura derrière. Mais là, si on ne prend pas sur les coûts de production, et tout à l'heure, dans le droit à l'alimentation, je rappelle que nous, on pèse que dalle en matière première, parce que nous sommes des producteurs de matière brute où on peut élaborer, mais après, c'est plus nous. 3 centimes de blé à un moment donné, au pire moment du blé, dans 1 euro de baguette, même si on double le prix du blé, ça va changer. Président, si je peux me permettre, sur le côté exportation et le blé, il faut arrêter. Ah ben, c'est le mythe absolu. Oui. Sincèrement, quel est le marché du blé de par le monde? 2 milliards, plus de 2 milliards donc, de tonnes donc, de blé est fabriqué dans le monde. Combien l'Europe exporte donc, de blé
10, 12, 10, voilà. Ouais, c'est tout. On est un nain, on est un nain exportateur. Donc ça veut dire que la France, pardon, la France, excusez-moi, j'étais parti sur l'Europe, c'est la France. Hein. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes échelles. Non. C'est un leurre, quoi. Mais pourquoi on essaie de nous infuser le fait que l'avenir, c'est l'exportation? Donc, il faut être sérieux. Je crois qu'il vraiment... C'est dans un modèle, et y compris certains modèles coopératifs, qu'il faut peut-être reprendre en main. Et c'est pour ça que dans ce sujet-là, nous, il y a un moment qu'on milite pour reprendre la gestion des coopératives, c'est la réorganiser, faire un Grenelle de la coopération, parce qu'il y a une certaine coopération. Hein. Attention, la coopération, moi, c'est un outil auquel je crois, je suis coopérateur. Mais celle-là, on n'y croit plus. Et avec cette vision exportatrice, et je fais juste le parallèle très court avec la captation des terres, on voit cette certaine coopération qui se dit, mince, si jamais il ne continue pas, il faut faire le tas de blé. Et donc derrière, on monter des sociétés pour que eux, ils exporteront de ça, parce que là, on peut aller sur des très grosses surfaces pour continuer à faire ce tas de blé pour la moyer. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout, parce que produire du blé en dessous des coûts de production, non coûts de production pour exporter, il n'y a aucune valeur et on est en train de détruire nos sols en plus. Oui, mais donc là, vous touchez la question, donc j'anticipe peut-être la question à venir, de souveraineté et de sécurité alimentaire. Oui, oui, mais ce que je voulais revenir, c'est ces 10-12% d'exportation sur le blé, mais pareil sur la viande. C'est ces pourcentages-là qui font le prix du marché sur le sol français. C'est-à-dire qu'après, non mais automatiquement, on met toute dans la filière, dans sa globalité, sur des prix très bas. Et aujourd'hui, quand on dit exportation, vocation exportatrice, comme le disait Bernard tout à l'heure, vocation exportatrice, mais est-elle pérenne? Nous permet-elle au moins d'écouler un certain volume? Aujourd'hui, non, on ne le sait plus, très clairement. Vous voyez ce qui se passe avec l'Italie, avec la filière bovine. Aujourd'hui, on sait pertinemment que les Italiens, ils vont nous prendre un certain volume parce que de l'autre côté, vous avez la Pologne qui, moins 10 ans en termes de prix, eh ben, remplissent aussi les ateliers d'engraissement des Italiens. Et derrière tout ça, ben, quand on a une vocation exportatrice dont on a fait vraiment la pierre angulaire, eh ben, vous avez toute une filière qui se casse la figure. Et c'est ça qu'il ne faut plus voir comme un marché à part entière. Mais c'est là qu'il faut que des politiques publiques équilibrent. Tu sais, on parle beaucoup de balance, tu vois, au niveau européen, donc voilà, balance. Mais la balance, mettons en œuvre la balance, cet équilibre-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, on le redit. On a besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde, mais de toutes les agricultures. Il n'y en a pas une qui doit... Pourquoi aujourd'hui, c'était bien le sport, pourquoi les prix sont guidés par le marché mondial? Qu'est-ce que c'est cette ânerie, quoi? La bourse de Chicago. Non mais bon, voilà, donc ça veut dire quoi aujourd'hui? En plus, dans la période dans laquelle nous sommes, où on voit bien comment la sensibilité, et on le voit bien, le consommateur, c'est pour ça qu'on gagnera le défi agricole si on va vers une politique agricole et alimentaire. Vous l'avez dit, Président. Parce que ceux qui vont nous faire évoluer, qu'on le veuille ou pas, c'est le consommateur. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, c'est le consommateur. La sécurité alimentaire, l'accessibilité. La sécurité alimentaire, je pense que depuis des dizaines d'années, on l'a mis en œuvre et aujourd'hui, l'agriculture française, de manière générale, est capable de le respecter. Donc, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Il faut, je dis, la sécurité, on l'a, il faut la mettre de côté. On sait la faire. Aujourd'hui, c'est accessibilité à l'alimentation et derrière, pérenniser les producteurs qui sont capables de faire cette nourriture. Puisque demain, les deux iront de pair. Il ne pourra pas y avoir l'un sans l'autre. Si on ne pérennise pas notre modèle agricole, demain, l'accessibilité à l'alimentation, elle ne sera pas de manière normale. De coopération, nous, on est des Européens convaincus, parce que depuis le début, et de toute façon, l'alimentation a bien été fédérée par une PAC. On est les premiers Européens, les agriculteurs français. Ce qui nous tue, on va dire, nous, au pays du Sud, on parlait des fruits et légumes. Pourquoi on a perdu les fruits et légumes? Parce qu'en fait, on a des acheteurs derrière, et qui, avec des Espagnols qui ont misé sur cette vocation exportatrice, quand l'Espagnol fait du melon, et que lui le fasse quand nous, on n'y est pas, parce qu'il a un climat qui lui permet d'avancer, et que par saisonnalité, on importe du melon espagnol, il n'y a pas de problème. Mais quand le melon français arrive, et que le distributeur, le même distributeur, va chercher dans les fonds, on appelle ça les fonds de champ, à l'Espagne, en disant, écoute, je ne peux pas te le payer, mais je te donnerai quelque chose si je le vends, pour faire chuter et engorger le marché, c'est là notre problème. Et donc, dans tout ça, c'est une organisée, je suis d'accord sur l'histoire d'être pas en concurrence, mais en travail en commun, en partenariat, mais ça n'y est pas aujourd'hui. Hein. Tant qu'on est avec des distributeurs, et on le sait aujourd'hui, des négociations où on est en train de sauver, nous, enfin, de payer très cher, nous, les agriculteurs, la pléthore de supermarchés qu'il y a
syndicats, et donc avec après 4 grands faiseurs et qui se font ça sur notre dos, nous on n'est pas d'accord. Juste, je voulais revenir aussi sur l'histoire de l'hectare. Le problème, c'est que nous, on en a parlé, il y en a qui prenaient l'aide comment dire, à l'actif. Bon, mais l'Europe n'en veut pas. Parce que l'Europe, et nous on nous l'a rappelé au ministère, l'Europe a décidé l'hectare parce qu'avec les satellites et toute la modélisation qu'il y a, ça restera l'hectare. Donc c'est un vœu pieux pour l'instant que ça change. Oui, mais alors, il faut savoir que nous on a posé un amendement donc, qui a été manqué de quelques voix, 5-6 voix, quoi, sur l'aide à l'actif. Donc la dernière réforme, d'ailleurs c'est Benoît Biteau, pour être clair et précis, donc, qui avait déposé l'amendement, et donc ils ont été venus solidaires, mais ça veut dire que les choses évoluent. La dernière fois, sur la question donc, du plafonnement, par exemple, moi j'avais déposé un amendement, bon je ne vais pas revenir sur l'histoire, on le manque de 4 ans, on nous dit on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Non, les choses changent, quoi. Vous voyez, les choses évoluent, donc il faut pas. Je pense qu'il faut vraiment continuer. Et là-dessus, sur les aides à l'actif, évidemment qu'on est partie prenante. Donc sur cette question-là, mais il faut le faire, vous l'avez dit, de façon progressive. Voilà. Ça, évolution par évolution, parce que nous on n'est pas de. Mais ce que vous disiez là, c'est la question du dumping, c'est-à-dire qu'effectivement, et je reviens sur la question de souveraineté, parce que le temps passe donc, et de sécurité. Moi, je pense que là-dessus, on a besoin de règles intracommunautaire, donc c'est la question de la convergence, ça se fait pas à pas, donc, et on chemine. Il faut encore être beaucoup plus, ferme là-dessus, mais il y a 3 axes majeurs qui doivent nous guider, quoi. C'est à la fois, je pense, maîtriser les importations, d'une part, donc ça me paraît vraiment important, donc, 2, garantir la production, et ça il faut la garantir comment? Pour moi, par des outils de gestion des volumes et de gestion des marchés, contrairement à ce que pense la Commission, donc il faut agir avec les stocks. Aujourd'hui, la politique de stock, elle est catastrophique au niveau européen. Vous le savez, au moment où nous parlons, et vous parlez des céréales tout à l'heure, vous savez que ceux qui donnent la norme des céréales, du stock dans le monde, donc, ce sont les céréales, le marché des céréales. Donc, on a plus de stocks de céréales en ce moment qu'on en avait en 2007, au moment du milieu du monde de la crise, quoi. Le problème que nous avons, c'est que 50% de céréales sont stockées en Chine. Ça, j'ai dit à plusieurs reprises, parce que donc, ça veut dire qu'au moment où la Chine a 9 mois d'avance, si vous voulez, en matière du coût de sécurité alimentaire, nous, on a 43 jours, au niveau européen. Oui. Et quand on nous dit, mais tout va bien aujourd'hui, les gars, vous avez vu avec la crise, le modèle européen, on tient. Mais on tient grâce à vous, messieurs les agriculteurs. Mais à 43 jours, on ne tient pas. Hein. Mais non, mais on ne tient pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, donc, on est dans une fragilité. On joue avec le feu. Oui. Quand je dis ça au commissaire européen, je dis, quand on parle de souveraineté, quand on parle d'enjeux protéiniques, vous avez fait référence, Président, ce n'est pas des petits sujets comme ça, mineurs. Pourquoi je défends un plan protéines européen? C'est parce qu'effectivement, ce n'est pas un sujet qui sort du chapeau comme ça. C'est qu'on doit. Moi, j'ai fait des missions au Brésil, je suis allé voir au Mato Grosso comment ça se passait. On ne parle pas des mêmes agricultures, on ne parle pas de la même chose. C'est 2 mondes qui sont au pôle opposé. Donc il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce que l'on veut. Est-ce que la santé humaine prédomine notre métier, finalement? Moi, je crois que c'est ça. Et à ce moment-là, on met en place de vraies politiques. Mais si on ne met pas de la maîtrise d'importation, si on ne met pas de la régulation des marchés et des volumes, donc, et si on ne met pas des stocks pour gérer tout ça, nous n'y parviendrons pas. Il faut arrêter. Donc, il faut arrêter de dire que la régulation est un gros mot. Pourquoi? Moi, je propose aujourd'hui que la Commission européenne, dans mon rapport, joue le rôle qu'elle n'aurait jamais dû abandonner, de régulateur sectoriel. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait, d'ailleurs, comme on a pour les énergies. D'ailleurs, j'ai demandé qu'ils nous fassent une non-paper, on appelle ça comme ça, une étude, pour dire pourquoi on ne peut pas appliquer à l'agriculture ce qu'on applique à l'énergie. Et là, j'aurai ça les éléments la semaine prochaine, je pense. Parce que c'est incohérent. Il faut savoir, si on veut garantir le revenu des agriculteurs, et justement installer les jeunes, donc donner à des banques des garanties, il faut garantir le revenu. Mais donc, il faut stabiliser les prix. Et donc, il faut évidemment qu'il y ait de la régulation. S'il n'y a pas des outils de gestion de marché et de gestion des volumes, vous savez, c'est comme l'histoire, donc nous on est sur 2 articles, qui est le 219 bis et terre, là, sur le retrait volontaire, ce qu'on a vécu pour le lait. Pourquoi on est en crise avec la Commission? Parce que j'ai dit, on ne met pas derrière le mot crise la même définition. Quand on est en pleine crise du lait, il y a quelques années, avec Hogan, il me dit, il n'y a pas de crise. On était confrontés. J'ai dit, moi je me baladais dans notre région, parce que j'étais encore sur le sud-ouest, et moi je voyais des gars qui mettaient les clés sous la porte, dans les Piémonts, etc. J'ai dit, mais oui, on est sur un problème d'offre et de demande, mais si vous gérez la crise par la faillite, moi c'est pas ma vision du modèle agricole, si vous voulez. Ça c'est la vision de la Commission. Évidemment, à la fin, quand tout le monde met la clé disparaît, il y a moins de lait, à la sortie, j'ai une caricature, et donc on rééquilibre. Mais il y a d'autres façons de faire que de tuer
les petits. Donc on renforce les gros et on tue les petits. Donc il faut bien qu'il y ait des outils de régulation. Donc quand on dit aujourd'hui le retrait volontaire qu'ils ont déclenché avec retard, là on le met dans la loi et on nous dit est-ce que c'est encore OMC compatible? J'ai dit mais attendez, il y a ça c'est l'article donc je vous le dis qui est en train de s'être débattu donc en ce moment, donc c'est le 219 bis et le TER c'est comment dire, la sanction. Ceux qui continuent malgré le retrait volontaire à produire pour stabiliser, il faut qu'ils soient sanctionnés. C'est ce qu'on a défendu depuis des années avec la grève du lait et le MB, l'European Milk Board, c'est le plan de régulation. Parce que le problème, que quand on laisse produire, on dit on va faire la montagne de lait, de poudre de lait, qui est un système de régulation. Le Chinois, parce que j'ai rien contre le Chinois, mais le Chinois il aime bien consommer, et qui est l'acheteur numéro 1, qui vient même faire les tours de carré en Bretagne là-bas, et qui finalement met des outils de production en place, mais qui est l'acheteur. Il laisse monter le tas. Une fois que le tas est assez gros, il dit bon mais voilà, moi je ne prends pas ce prix-là, mais moi, c'est à tel prix. Et bien sûr, on brade. Et l'Europe, avec de l'argent public, brade ce produit-là. Et nous, on se retrouve avec des prix très bas et on n'a rien régulé. Alors que si on organise, parce qu'on est quand même organisé au niveau de l'Europe, et que finalement, on voit que le marché, on suit le marché. Si ça monte un peu trop, ça monte un peu trop, on peut ralentir de l'élevage. Et comme vous avez dit, c'est que derrière, ceux qui veulent continuer, on les pénalise. Et ceux qui diminuent, on les aide. Et c'est logique. Et comme ça, on maintient un troupeau actif, on n'est pas avec des faillites et on garde notre capacité de production. Mais vous avez encore, l'Europe est toujours sur ce modèle-là, pour une bonne et simple raison, c'est que vous avez des pays qui profitent de ce système-là. Bien sûr. Parce que, on va en venir, quand on est dans ce système-là, le pays n'a pas à intervenir budgétairement. C'est l'Europe qui dit, j'interviens, je retire. Et on connaît exactement cette chose-là en filière viande bovine, où l'État français nous dit, nous, on ne va pas aider côté élevage, puisque ça serait notre budget qui serait directement impacté. Si seulement on pouvait intervenir à l'autre bout de la filière, ça serait l'Europe. Bien sûr. Qui interviendrait. et je veux dire, c'est quelque chose, l'Europe continuera tant que les pays en profiteront, quelque part. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a que quelques pays. Oui, mais c'est quelques pays qui font que... Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat, il est posé. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ou alors, on continue à mettre en place des programmes spécifiques. Regardez, ce qui fait l'exception est en train de devenir la règle. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre, parce que c'est un combat. On parle pas... Regardez la viticulture. La viticulture, on a un programme spécifique sur la viticulture. La viticulture, c'est le seul secteur, finalement, qui a encore des outils de régulation, on va dire. Les droits de plantation. Les droits de plantation, donc, et on limite à 1% de plantation par an, donc voilà. Ça, ils voulaient nous le supprimer. C'était un combat, si vous voulez, donc, non seulement, alors je vous le dis, c'est pas un scoop, mais il semblerait, je prends des précautions oratoires, donc, qu'on ait gagné le combat avec le Conseil, et qu'on autorise encore les autorisations de plantation qui devaient s'arrêter là, en 2030, jusqu'à 2045. Vous voyez, donc ça, c'est un combat, donc, voilà. Donc ça devrait passer. Le Conseil m'a dit oui lundi, là. Comme on gagne le combat-là, la Commission a introduit cette notion des 2%. En fait, on a 1%, vous savez, en droit. Donc, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez ça par cœur. Mais donc, ça veut dire, on a dit non, ça c'est impossible. Tout le secteur européen n'était pas d'accord avec ça. En fait, la Commission, leur problème, c'est qu'on est en train de démontrer que l'exception viticole, donc, c'est eux qui ont raison. Voilà. Et que donc, du coup, ça remet tellement en question la question des quotas, hein, donc, parce que moi, j'étais avec les betteraviers cette semaine. Le sucre, c'est ça. Eh bien, il nous dit, écoutez, j'en peux plus. Parce que bon, on a eu quelques petits conflits sur les néonicotinoïdes, mais c'est normal, on ne peut pas être toujours d'accord, donc. Hein. Mais juste, il n'y a pas de conflit. Non, conflit. Le néonicotinoïde n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est au départ les quotas qui sont donnés, exactement. Et le sucre disparaîtra non pas par les néonicotinoïdes, mais par le prix. C'est ce que j'ai expliqué. Au début, j'étais en colère contre eux, j'ai dit, attendez, disons-nous les choses franchement, quoi. Ils ont acté, évidemment, que le problème, donc du coup, là, on parle d'économie. Et je dis, c'est pas l'insecte le plus heureux que vous voudrez qui fout le bordel, excusez-moi l'expression, c'est l'économie. Donc c'est le modèle sur lequel on vous a amené et que vous avez cru que vous gagnerez, etc. Et puis on a perdu, et puis là aujourd'hui on y est dans la nouise. Et ceux qui sont demandeurs le plus de régulation aujourd'hui, c'est le secteur betteravier. C'est assez cocasse, mais c'est une réalité parce qu'on est mal. Excusez-moi, mais... c'est les mêmes qui ont voté quand même à l'absence de ce quota. Hein, alors, non, mais je suis d'accord. Voilà. Je ferme la parenthèse. Il faut que l'Europe prenne conscience quand même que tout ce qu'elle a démonté depuis des années, toute cette régulation, les quotas qu'il y avait, croyant que la compensation par les volumes allait faire que l'agriculture allait toujours tirer un revenu de ce qu'elle allait produire, on voit bien, noir sur blanc, que ça n'a pas marché. Ah, ça, je vous l'accorde.
C'est pour ça qu'il ne faut plus parler d'organisation, de quotas, parce que c'est vieillot. Il faut faire régulation. Mais c'est terme de régulation, oui. Bien sûr. Voilà, c'est nous des contrats tripartites. Ce que vous avez dit, l'alerte précoce, il y a dans le rapport, moi c'est le 222 bis, vous donnez l'article, comme ça vous pouvez le suivre dans le parcours qui va s'ouvrir. Là. On dit ça, c'est quand on pose la question de régulateur sectoriel, c'est on dit on met en place, il faut mettre une alerte précoce, parce qu'on sait très bien qu'il faut évidemment, on sait faire ça donc. Hein. Et ensuite, il faut que la Commission joue son rôle de régulateur, donc, qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. Donc pour pouvoir maintenir, et ça, si vous donnez ça aux agriculteurs, et je ne dis pas qu'on ne va pas gagner le combat, pour tout vous dire. Je suis assez optimiste, je n'étais pas il y a encore un mois, et là, les choses semblent, à force d'argumenter, d'expliquer, de dire, etc., ce que vous dites est juste. Le problème, c'est que quand on a pris des décisions pendant tellement longtemps, et que du coup on se rend compte qu'aujourd'hui elles sont plus efficientes et qu'il faut finalement faire un peu de contorsion pour revenir sur des vérités, comment dire, absolues, parce qu'on nous a finalement, c'est une approche très dogmatique, il faut aller vers ça, et voilà. Et aujourd'hui, la vérité, moi je dis à la Commission, restons humbles, quoi. Restons humbles, regardons le monde tel qu'il est devant nous, essayons de nous projeter, et essayons de mettre en place, je ne dis pas du passé faisant table rase, mais de notre fierté propre, essayons de mettre ça un petit peu de côté et regarder comment, dans l'intérêt du secteur, dans l'intérêt des citoyens européens et de l'agriculture et des territoires, on peut avancer avec des mesures adaptées. Et c'est pour ça que dans cette affaire-là, notamment juste sur le sucre, quand on voit une certaine coopération, et là je parle de Tereos, qui vont nous faire des aventures dans le monde entier en disant maintenant il faut être très gros parce qu'après c'est too big to fail, non, ça n'existe plus ça, parce que le marché il peut tuer tout ça. Et quand dans le sucre on voit que finalement nous, la richesse, parce que ça fait la richesse du Nord, attention, et qu'aujourd'hui, tout ça, ça va mourir, c'est des milliers d'emplois qui vont partir, et en plus, derrière tout ça, les seuls gagnants, c'est Coca. Parce que Coca, qui est le plus gros acheteur de sucre, lui, il n'a pas diminué son prix et il a ses coûts de production, ses coûts d'achat qui ont diminué de moitié. Donc, mais là, vous posez, Président, la question de la valeur. Oui. La question de la valeur qui est intrinsèque au modèle. Parfait. Ça veut qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas d'avoir 1000 hectares, 10 000 hectares, 100 000 hectares, 3 hectares. Il est à la fin du mois, combien j'ai pour bouffer, excusez-moi l'expression. Oui. Moi, je suis aussi pragmatique que ça. Alors après, mais donc, la question de la valeur, sur la chaîne, c'est là où il faut vraiment réinvestir l'approche systémique du modèle, quoi. Production, transformation, commercialisation, consommation. Il faut faire un travail jusqu'au consommateur. La question du Nutri-Score, tout le côté de l'enjeu alimentaire, la qualité nutritive, comment dire, toutes ces questions-là, il ne faut pas avoir peur d'affronter ces questions-là, parce qu'en plus en France, moi je vois ça au niveau européen. On est en avance. On est en avance. Il n'y a pas à avoir d'inquiétude là-dessus. Le Nutri-Score français, moi je dis, j'appelle un Nutri-Score européen. Oui. On sait faire. Conflit. En disant, il faut qu'on aille jusque-là. Voilà. Alors, d'innovation fort, même pas, parce qu'il existe. Nous, c'est la traçabilité intégrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le système tel qu'il existe, on est capable de faire la traçabilité intégrale. Alors, dans la matière première brute, on y est. On n'est pas loin, on y est. Mais alors, dans l'alimentation élaborée, tant qu'on restera avec les règles de l'Europe, on arrivera à faire des lasagnes de bœuf avec du cheval roumain. Ça, c'est pas un problème. Mais enfin, si, pas de santé, j'avais pas de problème de santé, parce que c'était pas frauduleux, mais c'est une escroquerie. Donc il faut ramener, parce qu'on est parti de ça, c'est le consommateur, et là on est entièrement d'accord, qui va gouverner. Mais le consommateur, on le trompe aujourd'hui. Je l'avais déjà donné, moi, Emmanuel Macron, quand je lui ai amené des gourdes de compote pommes kiwi, et que c'était le marque distributeur de Papin, donc ex-Papin super Système U, et où on voyait d'un côté élaboré en France, donc j'avais dit au président, Papin a rempli la gourde, et derrière, écrit, ce produit ne contient aucun produit français. Et je lui avais dit, nous, on va dans le Tarn-et-Garonne et qu'après la saison, on trouve des milliers de tonnes par terre parce qu'on ne les ramasse pas, ça vaut le coup. Donc ça, si on arrête ça et si on dit, oui, pour une nouvelle purée congelée de Nouvelle-Zélande et ainsi de suite, on peut. Mais ça, quand on parlait tout à l'heure du Nutri-Score, puisqu'on sait le faire sur le Nutri-Score, quand on a un problème sanitaire dans le code-barre, tout y est. Donc, si le code-barre, on oblige le fabricant, pas à la recette, mais de mettre tous les ingrédients et dire d'où ils viennent, le Français, après, il va trier, comme il a fait avec Yuka, il va trier. Et donc, c'est là où nous, on peut récupérer une partie de notre compétitivité. Et ça, c'est politique, parce que pour l'instant, tout le monde freine. On a l'avantage en France, aujourd'hui, d'avoir quand même tout un tas d'outils qui permettent la commercialisation, tant au niveau des circuits courts qu'au niveau de masse.
Mais aujourd'hui, comme on le redisait tout à l'heure, comme Bernard le disait, comme monsieur le député le disait, l'agroalimentaire, aujourd'hui, elle est derrière tout ça. Et le problème, il est, vous voyez, comme pour les cantines scolaires, les grands groupes qui préparent pour les cantines scolaires. Aujourd'hui, sait-on réellement quelle part de viande importée, quelle part de produits importés ils mettent dans les repas? Aujourd'hui, quand on veut aller vers un plan alimentaire territorial, très bien, chiche, allons-y. C'est pas compliqué. Il y a une enveloppe, bon, elle représente à peu près 11 centimes par repas, mettre dedans. Mais que ça serve pour les produits français. Donc, qu'on soit à même aujourd'hui de bien identifier ce qu'on va mettre dedans. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Je veux dire, tant qu'on mettra du pognon, de l'argent, et que derrière, on n'a pas, comme le disait Bernard, cette traçabilité, on ne fera rien. On mettra ça dans le fond du panier. Je rajouterais juste par rapport à ce que dit Alexandre, c'est qu'en fait, produits français, on sait très bien qu'au niveau européen, on ne peut pas. Mais par la loi, on peut dire, mettons, aux gestionnaires de collectifs, gestionnaires d'achat, du mieux disant. Et après, par organisation, on peut faire une contractualisation où je décrète que moi, oui, pour mes enfants, dans la cantine, ben, je mets 60% de français, parce que je l'ai écrit, et ça, l'Europe le cessera faire. Mettre du drapeau français en disant non, non, le reste, c'est pas bon, non. Mais par contre, dire au nom de choix alimentaires français, eh bien moi, politique, je décrète que. Mais le problème, c'est que derrière tout ça, comme disait Alexandre, c'est que ben, l'étage supérieur, ils se font des marges qui, pour moi, sont indécentes sur encore nous autres, qui sommes des producteurs de matières brutes et dont ils ne veulent pas renforcer le pouvoir. Mais nous, on ne demande pas à prendre la place d'eux. On demande que dans l'organisation, ben, on paye à nos coûts de production. Bien sûr. Donc ça, là aussi, on est en plein dedans. Hein. Dans l'OCM, c'est intéressant parce que du coup, puisqu'il y a un volet, on appelle ça le bloc 2, mais peu importe, le bloc 3 d'ailleurs, mais qui aussi a pour perspective de renforcer le pouvoir des OP et des OI. Voilà, par rapport, on a bien compris qu'il y a une telle disparité entre l'aval et l'amont, donc il faut vraiment aujourd'hui, si on veut atteindre ces objectifs-là, renforcer le pouvoir des organisations professionnelles, ça c'est clair. On a des exemples qui fonctionnent aussi avec les IGP, avec les AOP en matière de régulation, ce qu'on a expérimenté. Mais on est dans des conflits. Là, c'est le Conseil qui bloque. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Nous, on a mis un amendement très fort pour dire, écoutez, on a expérimenté sur le fromage, sur le vin, sur le jambon, lors de la dernière PAC. Regardez l'exemple du comté, puisqu'on le connaît. Donc, hein. Aujourd'hui, en matière de régulation, il n'y a pas de problème économique chez le comté. Parce qu'on maîtrise les deux extrémités, si vous voulez, production jusque donc au consommateur. Et donc du coup, ben voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, l'alerte précoce, elle se fait. Hop, on passe un coup de fil, on produit main, tout se régule automatiquement. Et ce qui est vrai pour le fromage, c'est vrai pour le vin, donc c'est vrai aussi pour le jambon. Nous, on dit, ben, il faut l'ouvrir toutes les productions. Parce que ça marche. Nous, moi, je suis basique. Transfert de bonnes pratiques, j'appelle ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a expertisé, je regardais ça de très près. C'est tout à fait possible de l'élargir. Et ça c'est pas la peine d'inventer des grands systèmes. Donc ça fonctionne. Et le professionnel est responsable de ça. Ensuite, il y a la question des circuits courts ou proximité. Un circuit court, ça se comprend bien, c'est pas forcément, parce qu'on mélange souvent le circuit court et la proximité. Le circuit court, c'est la réduction, je pense, dans la définition, entre le producteur et le consommateur. Du nombre d'intermédiaires. On réduit les intermédiaires. Donc il peut y avoir des circuits courts très locaux, comme il peut y avoir des circuits courts éloignés. Il suffit de réglementer au niveau communautaire ce que vous avez dit, Président, et je confirme, donc en disant, voilà, il faut que, du point de vue normatif, on ait les mêmes règles du jeu entre l'ensemble des États membres. Donc là, on avance là-dessus. Et ensuite, si on a les mêmes règles du jeu sur l'élaboration de produits et sur la partie commerce, etc., donc ça va marcher, il n'y a pas de raison. Ensuite, il y a le local. Oui. Moi, je crois qu'il y a des expériences qui marchent aujourd'hui. Donc, hein, je vous invite à aller voir à Montpellier. Il y a un truc qui s'appelle Locavorium, où ils sont sur un rayon de 150 km. Donc, hein, c'est des jeunes agros, d'ailleurs toulousains, qui ont créé ça. Ils sont exceptionnels. Ils maîtrisent donc les producteurs, ils maîtrisent la vente. Et ils ont un souci social, d'accessibilité, justement, donc, hein, par rapport au bio-industriel, j'ai envie de dire. Donc, eux, effectivement, le fait d'être en circuit très court. Donc, ils rendent des produits de très grande qualité, très accessibles. Et ça marche du feu de Dieu. Je veux dire, ça marche pour tout le monde, pour le producteur, pour eux, les intermédiaires, et pour les consommateurs. Voilà. Donc il y a des expériences. Aujourd'hui, je reviens sur la restauration. Oui. Il faut que l'Europe soit beaucoup plus souple sur les marchés, sur les appels d'offres, etc., sur la règle donc, publique, finalement, parce que je pense que les marchés de la restauration collective ne sont pas des marchés mineurs. Et là, je reviens à la question que tu posais tout à l'heure, de la démocratisation, comment il y a un enjeu de démocratisation de l'agriculture et de l'alimentation. Et on y passera, mais une fois de plus, j'ai envie de dire, il faut y aller par tous les ports.
par le Nutri-Score, l'information, in fine. Et là, regardez, je reprends une fois de plus la viticulture. On est en train, il m'a fallu du boulot, hein, ça m'a pris 3 ans de travail, pour mettre sur l'étiquette donc, le contenu, donc ingrédients, donc calories. Eh bien, aujourd'hui, c'est parti, c'est fait. Et quand je vois aujourd'hui que l'Europe publie un rapport sur l'enjeu du cancer, donc, et sur les alcools et le vin, heureusement qu'on a anticipé. Et là, parce que nous, on est prêts, on va faire ça par QR code ou sur l'étiquette. Mais c'est gagner le combat dans le collectif, au moins des responsables. Hein, je ne vais pas dire ça de tout vigneron. Mais je pense que vraiment, mais il a fallu 3 ans. Je peux vous dire qu'au début, le combat, c'était un peu ardu quand même. Donc, il faut informer en aval, mais il faut effectivement, à tous les éléments, dans une collectivité, il faut que les mairies prennent en compte ces questions-là, sur les parcelles, sur le foncier, sur les cantines, que les intercommunalités, que les départements, que les régions prennent la mesure des enjeux et que chacun à sa place soit partie prenante de la démocratisation de l'enjeu alimentaire. Parce que ça, c'est essentiel, parce qu'il en va, vous savez, la question de la causalité est toujours complexe. Mais bon, moi, je bosse beaucoup sur les intrants, vous le savez, donc, avec pas mal de chercheurs, de professeurs, etc. Il y a des grosses inquiétudes, quoi. La question de la santé humaine, c'est pas un sujet mineur. Et dans ce moment, on le voit bien, on est en pleine pandémie, et sincèrement, quand vous avez des enfants, moi j'ai beaucoup enquêté avec des jeunes de 30 ans sur les questions de fertilité, de puberté précoce chez les gamines, donc les problèmes de maladies orphelines, les problèmes de cancer dont on ne sait pas. Moi j'ai un ami qui est médecin, il me dit, écoute, qui est en milieu rural, vraiment de montagne, il me dit, là aujourd'hui, il ne passe pas une semaine, ça m'était jamais arrivé, sans que je n'ai pas un patient qui m'amène qui a le cancer. Et des petites zones de montagne, etc. Il me dit, il était un peu surpris, je l'ai vu encore il y a 10 jours, pour vous dire que, donc ces questions-là, je ne dis pas qu'il faut, mais il faut être conscient de cette extraction. Et donc nous, collectivement, je pense qu'il faut qu'on progresse, quoi. Et que donc, du coup, en matière de démocratisation, que chacun, qu'on donne les moyens du choix. Je veux dire, fais ton choix, camarade, quoi. Donc c'est un peu ça. Et là, on a une responsabilité collective. Vous êtes des syndicalistes, des représentants de la profession. Moi, je ne suis pas représentant de syndicat, je suis député européen. Et nous, on a l'obligation d'essayer de se projeter sur le long terme ou sur le moyen terme. Moi, je ne suis pas dans la défense corporatiste, si vous voulez. C'est pas mon rôle, quoi. Et donc, des fois, quand on n'est pas d'accord, ben, il faut pouvoir le dire. Moi, au niveau du Parlement, l'histoire des vignerons, sur les vins désalcoolisés, sur l'étiquetage, ça n'a pas toujours été simple, quoi. Ah non. Mais aujourd'hui, on a gagné ces combats-là, et c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas vigneron, je suis que parlementaire. Mais je pense que pour le secteur, on n'aurait pas fait ces choix-là. Le secteur, il serait en perspective difficile, déjà que ça ne va pas très fort, donc pour les années à venir. Voilà un petit peu donc, pour répondre à la question de la démocratisation. Nous autres, à la coordination, de toute façon, on part déjà du postulat que notre métier, il a une fonction nourricière. La première. Après, on peut nous faire autre chose, mais c'est celle-là qui doit payer. Donc, dans cette fonction nourricière, ben, la restauration collective, ce qu'on appelle la Restoco, on a sorti nous un beau rapport par rapport à ça, c'est une des clés de voûte pour reprendre de la plus-value et la ramener sur les exploitations. Et c'est pas compliqué. Et là, je suis d'accord, c'est les départements, les régions, parce qu'avec la puissance des régions aujourd'hui, où il faut mettre de l'argent rapidement là où il faut, mais... Et là où il y a mon mais, c'est qu'après on se retrouve dans une France avec des régions diverses et variées. Et mettons, si je veux faire du bio dans le Nord, je serai moins aidé que si d'autres, mettons en PACA, où on aura pris des choix pour faire du bio. Donc il faut une harmonisation aussi, parce qu'on ait le droit de se développer un peu comme on veut, nous les agriculteurs, notamment dans le marché de proximité, et qu'on ne fasse pas aussi, il faut simplifier. Parce qu'on va prendre, mettons, une légumerie, on veut monter une légumerie, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, que pour la Restoco, c'est pas chacun qui va mener, à part le marché, ces 3 légumes-là. Et que quand on voit les études de marché, le temps qu'il faut et la déperdition d'argent, je pense que là aussi, il faut devenir un peu plus réactif, parce qu'on nous demande d'aller vite, nous les agriculteurs, mais on est un peu comme comment dire, un vaisseau amiral, on ne peut pas faire des zigzags comme avec un canoë, quoi. Donc il faut une direction politique et que sous le chapeau européen, on arrive à aller où on veut aller. Et pas faire croire que, et à un moment donné, on n'y va pas. Vous savez, on a eu une crise sanitaire qui a mis en exergue une chose aujourd'hui. C'est que le consommateur a mangé local et français. On en a l'exemple même. Donc aujourd'hui, si le consommateur a mangé local et français, eh ben, aujourd'hui, il nous faut le revenu. Voilà. Et comment on met le revenu ? Eh ben, c'est dans une vraie politique agricole européenne qui soit forte. Bien sûr. Mais même en termes de souveraineté, il faut qu'on soit vigilant. Je pense qu'il faut vraiment, c'est mon point de vue, sortir du mythe d'une souveraineté nationale. Aujourd'hui, en matière alimentaire, on est plus sur un enjeu de souveraineté européenne,
Parce que, si vous voulez, donc, la configuration est telle qu'effectivement, on ne pourra pas, comment dire, il faut être c'est un problème de réalisme. Il y a les convictions, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Mais du point de vue, comment dire, de l'intérêt du secteur, de l'intérêt des territoires et du revenu des agriculteurs, je pense qu'il faut vraiment savoir, raison garder par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faut construire, comment dire, il ne faut pas tomber au point zéro, parce que j'entends des discours ici et là, en disant on se replie, on se replie, on se replie. Je sais que ce n'est pas votre cas. Je ne parle pas pour vous du tout, mais j'ai entendu, je dis, mais les gars, vous faites fausse route, quoi. Là, aujourd'hui, l'enjeu, l'avenir n'est pas au repli. L'avenir, il est à l'organisation de politiques cohérentes. Autrement, on va tomber au point zéro de politique agricole. Et vous l'avez dit tout à l'heure, une politique agricole, elle se construit à l'échelle d'un continent aujourd'hui, c'est évident. Je redis une chose qui est très claire, c'est ne produisons pas ce qu'on veut nous faire produire, bien sûr, mais produisons ce qu'on saura vendre. Bien sûr. Mais c'est quand même deux notions totalement différentes. Parce que d'un côté, c'est l'agroalimentaire qui nous tient, et de l'autre, on reprend la main sur nos produits, donc sur notre façon de travailler et notre façon de vendre. Bien sûr. Et ce qui nous a choqué, juste dans cette histoire de pandémie, qui est quand même très révélatrice, et par rapport à la souveraineté, on est bien d'accord qu'on est sur un chapeau européen et même mondial, mais quand on en revient, je voulais revenir d'abord tout à l'heure sur les céréales, quand on parle des céréales, le marché global, puisqu'en fait c'est un peu l'aliment de base, et on disait, nous, à l'époque, il faut 110 jours au niveau mondial pour que tout se passe bien, plutôt si on ne veut pas spéculer sur le weather market. Là. Or, aujourd'hui, on est loin des 110 jours. Et c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les Chinois, là, aujourd'hui, quand le Chinois, il a 9 mois devant lui, il a un empire et il n'a pas envie d'avoir de révolution. Il fait ce qu'on ne fait plus, c'est-à-dire que lui, d'abord, il faut que le Chinois, il mange. Et donc, dans tout ça, derrière tout ça, lui, il va faire le prix aussi. Parce que quand il vient à l'achat, à un moment donné, il fait monter un peu le prix, puis tout d'un coup, il n'achète plus, et les prix s'écroulent. Moi, je suis producteur de blé dur, je l'ai dit 50 fois, il y a deux prix que je ne veux pas. J'en ai eu un à 90 € la tonne, et j'en ai eu un à 485 € la tonne. C'est en 2007 quand il y a eu la spéculation. Mais c'est inadmissible, ça. C'est qu'on devrait, donc, dans la souveraineté, c'est aussi organiser l'intendance et savoir ce qu'on a derrière nous. C'est ça ce que vous dites, il faut de la régulation. Régulation. C'est aujourd'hui, autrement, s'il n'y a pas ça, c'est la passe au dumping, vous l'avez dit tout à l'heure, à mon couvert, les grandes surfaces, tout le monde, le dumping, ça fragilise le secteur. La spéculation, on est sur des visions très court-termistes. Or, l'agriculture, s'il y a bien un secteur de l'économie, c'est pas le seul, mais entre autres, qui a besoin de vision à long terme, donc c'est bien le secteur de l'agriculture. Vous avez besoin de perspectives. Quoi. Et nous, ce qu'on rajoute, c'est qu'il faut que nos politiques, en très haut lieu, se disent qu'on est un secteur stratégique. Parce que tout à l'heure, on parle de l'énergie, on parle de l'armement. Là, c'est pas discutable. L'électricité, personne ne parle pour l'électricité. Et c'est là où on gagnera le combat de la démocratisation, quand on aura pris la conscience, repris la conscience, donc, que l'alimentation et l'agriculture, de fait, sont des questions éminemment stratégiques. Mais il faut que l'Union européenne arrête ses problèmes d'ego. Parce qu'on est à un tournant charnière de l'agriculture française. On a eu un tel effritement jusqu'à aujourd'hui que là, on est vraiment au pied du mur. Et si l'Europe continue à s'entêter dans ses problèmes d'ego, clairement, demain, elle n'aura même plus besoin de se poser la question. On aura fait un tel plan social dans l'agriculture européenne qu'il n'y aura plus grand-chose pour sauver les meubles. Attention, c'est en train de bouger quand même. Nous, on a des observatoires sur la consommation des jeunes publics, en particulier. Par exemple, ce qui a fait évoluer, excusez-moi, je réponds tout de suite parce que ce qui fait évoluer, je reviens sur la viticulture, par exemple la question de la désalcoolisation. On va sortir des vins désalcoolisés, qui s'appelleront vins entre 8,5 et 0,5. Ouais. Je vous garantis qu'au début, quand j'ai annoncé ça, ils m'ont dit, mais tu es cinglé complètement. Bref, on se connaît bien. Hein, Et puis, mais j'ai dit, regardez le marché. Et j'ai sorti les études, parce qu'on a quand même, nous, on a le privilège de voir passer un certain nombre d'éléments. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes publics. Il y a une conscience forte qui est en train de se développer. Alors, à quelle dimension? Mais je pense que le contexte sanitaire est un accélérateur du temps, effectivement, en termes de conscientisation du citoyen. Donc, le problème, où on saisit la balle au bon, et effectivement, on va vers une politique citoyenne, de fait, parce qu'en fait, c'est à construire. C'est pour ça que je trouve que chaque niveau, d'organisation publique est essentiel. Ça, c'est mon point de vue. Des communes, intercommunalités, départements, régions. Et donc, là où on a besoin de politique, et la politique, c'est une orientation, donc, c'est que de mettre en concordance, finalement, tous ces niveaux. Je parle pour la France, là, évidemment. C'est différent dans d'autres pays. Mais je pense que la question de la citoyenneté va se gagner par le partenariat et une vision commune, une convergence commune. Voilà.
Le citoyen français, je pense qu'il a compris que se nourrir, c'est se soigner. Et que ça, c'est rentrer, et qu'en période de pandémie, alors ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais d'une certaine façon, ça mondialise aussi les problèmes, et qu'on s'aperçoit que, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, c'est que dans la première vague, au premier confinement, tout le monde a dit bravo, merci l'agriculture, parce que les agriculteurs sont la deuxième ligne. Macron avait dit la première c'est la santé, la deuxième c'est l'agriculture. Et nous on a dit non, c'est les agriculteurs. Parce que sans agriculteurs, il n'y a pas d'agriculture. Et ça, il faut bien que le citoyen le comprenne, et que si on ne garde pas ce tissu de façon assez large, bien on ne sera plus maître de notre propre alimentation. Parce qu'on aura peut-être encore des petits producteurs dans les petits marchés, mais nous, l'agriculture de masse est celle qui est de 80%, que 80% de l'alimentation de midi se fait hors cadre familial. C'est celle-là qui nous intéresse. Et c'est celle-là qui fait vivre les exploitations aujourd'hui. Le reste, c'est de la spécialisation, mais je ne le néglige pas. Mais c'est ça, et c'est là où est notre problème aujourd'hui. Donc, le politique, nous, on y croit. Il y a quelques années de ça, on disait aide compensatoire. Aide compensatoire, c'est-à-dire que l'argent public venait compenser des prix bas, mais permettait aussi aux consommateurs, aux citoyens, d'avoir des prix modérés. Aujourd'hui, le citoyen, il va regarder de plus en plus ça. Parce qu'on va avoir une politique agricole qui, d'un côté, va, entre guillemets, nous tenir hors de l'eau, mais le consommateur derrière, avec toute cette agroalimentaire qui tient la main mise sur ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment notre base, la nourriture, la culture nourricière. Si cet agroalimentaire continue, le consommateur paiera toujours plus cher et l'agriculteur aura toujours moins de revenus. Donc c'est vraiment, je pense, une prise de conscience qu'il va y avoir. Et c'est à l'Europe, en tant que gestionnaire de la bonne utilisation de ces fonds, je pense que c'est à l'Europe aujourd'hui d'arrêter ces problèmes d'ego et de dire, voilà, on est en phase avec les attentes de l'agriculture et de la société. Mais juste, alors, moi là-dessus, je suis obligé de réagir, parce que l'Europe, en fait, je pense qu'elle a pris conscience. Là où elle a progressé, j'ai envie de dire, c'est sur la formalisation des objectifs. Et c'est-à-dire, là où il y a du retard, parce que c'est difficile de faire une contorsion, si vous voulez, donc, hein, c'est pour la mise en musique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment dire, son vrai problème, et je crois qu'on est en train de le résoudre, parce que nous on les provoque hein, quand même, c'est la question du modèle, quoi. En fait, il faut qu'ils acceptent, moi je le redis, la question est très simple, il faut qu'ils acceptent que le marché agricole n'est pas stable. Voilà. S'ils arrivent à accepter cette réalité-là, on a gagné le combat. Et que donc du coup derrière, il faut de la régulation. Voilà, moi je suis politiquement, c'est pas un problème, c'est un problème de réalité. Que l'on soit de gauche, de droite, du centre, etc., il y a une réalité qui s'impose à nous aujourd'hui. Ça c'est important.